Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Pat. Alors, on a un épisode spécial dédié à l'excellent film. On doit le dire, on doit le souligner parce qu'on l'a vu tous les deux. Tout à fait. Arsenault et fils de Raphaël Ouellette. Donc, on aura le réalisateur, scénariste et réalisateur avec nous en entrevue, ainsi que deux des comédiens du film. Ouais, les deux frères principaux, si on veut, très opposés, Guillaume Cyr et Pierre-Paul Allain. Pierre-Paul qui marque aussi un retour au cinéma et devant la caméra, si on veut, depuis quelques années. Guillaume Cyr qui enchaîne les projets, on va d'ailleurs en parler avec eux. Avec Raphaël, on discute de pas mal tout ce qui a amené à ce film-là, si on veut. C'est un scénario qui travaillait depuis vraiment longtemps. Lui qui est originaire de la région du Témiscouata, des histoires de braconnage et tout, il en a entendu quand il était jeune. Il s'est inspiré de ça pour créer ce genre de mafia forestière-là, si on veut. Puis avec les gars, on parle aussi de la chimie. C'est quand même un casting tout étoile qui est, comme explique aussi Raphaël, qui n'a pas cherché à créer. C'est juste qu'il a rencontré pas mal toutes ces personnes-là au fil de sa carrière puis qui a réussi à les intéresser avec un super bon scénario, finalement. Vraiment, Arsenault et Films, c'est vraiment un projet très original, mais très accessible aussi vraiment au grand public. Peut-être pas pour rien qu'on le sort aussi pendant l'été. Sans plus tarder, je pense que... Oui, juste prévenir la partie avec Raphaël, aucun spoilers, mais avec les gars, on fait une mention au milieu de l'entretien que là, on va dans vraiment la divulgâcher, puis on se demande qu'est-ce qui se passe avec certains personnages, si on veut, comme à la suite du film, des motivations. Fait que je pense que vous allez l'apprécier plus si vous allez voir le film avant, évidemment, mais sinon, disons, à tout le moins, la partie avec Raphaël va vous convaincre d'aller voir cet excellent film. Alors, sans plus tarder, on laisse place à nos invités. Et c'est avec grand bonheur qu'on reçoit le scénariste et réalisateur d'Arsenault et fils, Raphaël Ouellette. Merci beaucoup d'être passé nous voir dans le balado. Hey, merci de m'accueillir. Bonjour. On a une première question qu'on a hésité à poser. Puis là, si on se revoit pour un prochain film, on promet qu'on la reposera pas. Mais on t'a connu avec le Gros Luxe il y a quelques années déjà. Moi, j'avoue que moi et à la maison, on est des grands fans. Yes. Fait qu'il fallait que je pose la question. C'était comment travailler là-dessus? Tu peux-tu revenir un petit peu en arrière me raconter ton expérience? C'est un honneur. Puis, tu sais, les gens, souvent, quand j'ai commencé à faire du cinéma un peu sérieux, ils se disaient comme... Il y a comme une dichotomie, comment tu maries les deux, puis j'étais comme, il n'y en a pas de problème. J'ai eu du grand plaisir. J'ai expérimenté, moi, de mon côté, au niveau, avec la caméra puis le montage, mais j'ai rencontré d'abord et avant tout un ami, Patrick, qui est devenu un ami, qui est resté un ami. Puis on collabore encore ensemble à diverses choses. J'ai fait la captation de son dernier spectacle de scène. C'était La Liberté. C'était mes dernières années à Musique Plus. Quand je suis arrivé à Musique Plus, il y avait beaucoup de liberté. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est effrité parce que Musique Plus était acheté par un consortium, je ne sais plus lequel. Là. Puis tout à coup, on se sentait un peu plus comme si on travaillait pour une compagnie organisée et tout. Mais le Gros Luxe et de l'Euraclip étaient comme des ovnis là-dedans. Puis on était très libres. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis moi, c'est la première fois de ma vie que j'avais un contact direct avec le public parce que j'étais à l'écran. Puis il y a quelque chose de grisant là-dedans. Mais en même temps, j'ai découvert que c'est pas ça que je recherche nécessairement. Mais qu'il y a un côté assez trippant à ça. Puis en mettant un visage sur mon nom ou un nom sur mon visage, je sais pas, ça m'a permis, quand j'ai quitté Musique Plus, pour vrai, d'aller chercher des contrats plus rapidement. Donc là, ça m'a amené au pied dans la marge, à faire beaucoup de variétés, jeunesse, humour. Continuer à collaborer avec Louis-José, Patrick, Cathy Gauthier, Dominique Paquette. Donc, ça a été que du positif. Puis on m'en parle encore, je dirais pas régulièrement, mais souvent. C'est super. Puis à l'époque, les gens disaient « t'aimes ça, la célébrité, entre gros guillemets. » Parce que moi, ce que j'aime de cette affaire-là, c'est que quand je rencontre les gens sont souriants. Ils me voient, ils voient le Gros Luxe, ils pensent au Gros Luxe. Fait que ça met des sourires dans des visages qui, en général, vont être neutres, par exemple, quand tu marches dans la rue. T'sais. Donc, 10 sur 10 pour les 2 belles années dans cette affaire-là. Ouais, le truc des amandes léchées, c'est dans ma tête à jamais. C'est dans la mienne, j'ai pas le choix, on me le rappelle. Pour moi, j'ai des sketchs beaucoup plus intéressants que ça dans ma tête, mais c'est celui-là, lorsqu'on me réveille devant un camion stationné, puis la marche. C'est les 3 choses qui reviennent le plus, mais moi, j'ai mes petits coups de cœur aussi. Moi, j'avoue, quand mes ados sont malades, je les taquine toujours. Est-ce qu'on fait une mouche à moutarde? Oh yes! Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà un désir de cinéma, j'imagine? Oui, absolument. C'est en arrivant à Montréal, parce qu'avant ça, je ne savais même pas que ça se pouvait de faire des films. Okay. Quand j'étais ado, je pensais pas à ça. Je me disais, c'est réservé à, je dirais pas l'élite, mais à
Je sais pas à qui, en fait. Comme si c'était dans une boîte, on ouvrait la boîte et il y avait des cinéastes dedans. Et quand j'étudiais à Jonquière, j'avais un professeur qui a fait un documentaire long-métrage. Il a accompagné Plume de la Traverse en tournée en 84. Ça s'appelle Orage électrique. Puis ça, j'ai eu envie de faire ça. Ça, j'ai fait, ça, c'est à ma portée de faire du cinéma documentaire, puis en plus de rock, de musique, tout ça. Fait qu'avec tout ça, ça m'a amené à travailler pour des boîtes de vidéoclips, travailler à Musique Plus. Mais pendant ce temps-là, moi, je découvrais vraiment le cinéma européen, le cinéma de répertoire, et j'ai fait comme, OK, non, c'est ça que je veux faire. Mais là, il y avait loin de la coupe aux lèvres. Là. Il y avait beaucoup de travail à faire. Écrire des scénarios, tourner du court-métrage, découvrir ma voix, découvrir mon style. Fait que ça a repris tout ce temps-là. Puis c'est vraiment avec Kino. Presque dans les mêmes années, je dirais. Ça a comme un petit peu chevauché la dernière année du Gros Luxe où j'ai vraiment pu m'essayer, me confronter à moi-même. 2004. Puis en 2006, je tournais mon premier long. OK. Puis là, on fait un petit saut dans le temps. On arrive à Arsenault et Fils. Pas mal plus grosse production que tes derniers films. Ouais. Est-ce que c'était parce que... Ou j'ai comme plein de questions en même temps, mais genre, est-ce que c'est au niveau du financement que avant tu avais fait des films plus autoproduits ou des choses comme ça parce que c'était trop long? Ou t'as toujours voulu faire Arsenault puis t'attendais le bon moment pour le faire? Ou... Ben, tu sais, trouver du financement pour Camion à 1,5 million ou trouver du financement pour Arsenault qui est un beaucoup plus gros budget. D'ailleurs, Arsenault coûte plus cher que mes 6 films précédents réunis. Là. C'est un peu c'est le même démarchage, c'est le même aléa, tu sais, puis les mêmes étapes. Donc c'est pas pour aller plus vite, moins vite. C'est juste à un moment donné, j'ai commencé à écrire ce film-là et j'étais encore en train de trouver des sous pour Camion. Puis quand je me suis remis à la tâche, Camion venait d'être fait. Je voulais pas me répéter non plus. Tu sais, je voulais pas prendre 3 gars, les isoler dans une maison puis that's it. Fait que je suis bien fier de Camion. Là, ça aurait pu coûter plus cher. Ce film-là, ça aurait coûté moins cher aussi. À un moment donné, le film, il a coûté ce qu'il a coûté. Mais fait que c'est à force d'écrire, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus de sous pour faire ce film-là. Tout simplement. J'ai pas fait comme je veux monter une marche d'escalier, je veux arriver au prochain step. Je pense pas comme ça. Mon prochain sera peut-être dans le même budget ou peut-être moindre, peut-être 2 fois plus, je sais pas encore. Je suis en train de l'écrire, on verra où il atterrit. Ça dépend de ce que l'histoire a besoin. L'histoire m'a amené quelque part. La seule différence, par contre, c'est qu'avant, je me censurais moi-même. J'ai écrit Camion en me disant jamais, moi, je vais être capable d'aller chercher 1,5, plus qu'1,5, tu sais, au financement. Là, je me suis dit, advienne que pourra. Si je l'écris puis il coûte 12 puis que tout le monde me dit c'est impossible, ben je réécrirai. Fait que je suis parti comme ça, puis on est arrivé à la bonne place. On a demandé les sous, on a reçu à peu près ce qu'on voulait. Il en manque un peu, ça paraît pas dans le film. Il y a quelques sacrifices. Mais c'est pas accidentel, mais pas loin. Mais l'absence de censure fait qu'on arrive peut-être des fois dans des coûts un peu plus élevés. Et qu'est-ce qui a été l'élément de départ de vouloir raconter cette histoire-là? Est-ce que c'est quelque chose... je pense que c'est très près de toi aussi. C'est donc... ça part d'un souvenir? Ça part d'un souvenir. Ouais. C'est assez près de moi. Bon, je ne commencerai pas à dire que j'ai grandi dans le braconnage. Là. De toute façon, ce ne serait pas vrai, mais j'ai vu des choses assez proches. Dans les années 80, c'était beaucoup plus toléré aussi. Aujourd'hui, c'est traité, hein, c'est ça ou de la drogue. Je veux dire, c'est traité comme très criminel. Mais plein de petits souvenirs, mais qui ont finalement été évacués du scénario, mais qui ont vraiment été là au début pour forcer la plume. Mais après, j'ai fait mes recherches pour qu'est-ce que c'est aujourd'hui braconner, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les coûts, c'est quoi les stratégies. Ce que vous allez voir dans le film, ça existe, ça m'a été raconté. Après, moi, l'histoire, elle est sortie de ma tête, elle est romancée, tout ça, elle est faite pour le cinéma, mais les petites anecdotes, des fois, il y a beaucoup c'est du réel. Fait que ça s'est bâti tranquillement. Mais à l'origine, j'avais vraiment envie de retravailler encore avec Julien, puis mes 2 acteurs, là, Patrice Dubois et Stéphane Breton, qui étaient dans le camion. Puis là, je me suis dit, on va garder les frères, on va garder le père, on va garder le clan. Mais rapidement, ça a changé. Je suis arrivé ailleurs. J'avais besoin d'un géant comme Guillaume Cyr. Puis tout à coup, je voulais avoir son contraire. Fait que j'ai cherché un petit acteur plus petit, plus narfé, plus dynamique, que j'ai trouvé d'ailleurs ici dans la vieille capitale. Donc, c'est ça. Encore là, c'est des accidents de parcours qui finissent par bâtir un truc qui a donné ce film-là. Tu sais, puis j'ai entendu dans d'autres entrevues que tu as menées, puis c'est très logique que c'est un peu un côté de mafia, si on veut. C'est pas juste une famille de braconniers, c'est un peu l'équivalent régional d'une mafia qu'on aurait dans un centre-ville comme Montréal ou quelque chose comme ça. Il y a un côté comme ça, ouais, un côté... dans la vraie vie, là, moi, j'avais pas les moyens. Quand je dis des fois, il faut se censurer, moi, j'avais pas les moyens d'aller au bout de l'affaire parce que les vrais réseaux de braconnage, habituellement, ça ratisse large. Ça couvre plusieurs régions. On l'a vu récemment, il y a eu une descente, une perquisition dans l'est du Québec. Et là, tu as de la pêche là-dedans. Donc, il y a du monde qui sont sur le bord du fleuve, sur le bord des lacs. Il y a du monde un peu partout dans le Québec. Et ça, c'est vrai,
Mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur une opération plus locale. Et j'ai pensé au Godfather, qui d'ailleurs, le film Le Parrain, qui a 50 ans là, cette année. Et je me suis dit, comment on ressortait du Parrain en 72? Je n'étais pas né, là, mais on sortait avec des nouvelles connaissances sur un milieu qui était inconnu de tout le monde, tu sais. Aujourd'hui, pour nous, la mafia, on connaît les codes à cause de ce film-là, de d'autres films, des jeux vidéo, des nouvelles aussi. Mais à l'époque, on découvrait qu'est-ce que ça veut dire, ce bec-là, le poisson dans le journal, la hiérarchie. La tête de cheval. La tête de cheval. Donc, tout ça, on le découvrait. Fait que je me suis dit, est-ce que je suis capable d'insuffler un peu ça dans mon film? T'sais? Si quelqu'un arrive et connaît rien de la chasse ou encore rien du braconnage, est-ce qu'il peut partir du film avec quelques nouvelles connaissances ou nouvelles curiosités? C'était un peu le but. Donc, cette comparaison avec la mafia, c'est un peu dans ces eaux-là que je l'ai faite par le passé. Puis t'avais-tu une version, justement, style mafia, qui durait 2h25 avec des cousins, puis des mariages, puis plein d'affaires? Ou... Il n'y avait pas de mariage. Mais oui, il y avait l'expansion partant en Ontario. Il y avait quand même un réseau en parallèle un peu ami. Puis il y avait aussi un réseau un peu plus de... Parce qu'il y a ça aussi, les braconniers. Et même les chasseurs, même quand ça ne braconne pas, il y a de la rivalité des fois. Okay. Ça m'intéressait. C'est comme... j'ai appris des choses vraiment le fun que je n'ai pas pu mettre dans le film. Mais mettons, un chasseur va se construire une saline pour attirer les chevreuils, pour que le chevreuil développe une habitude puis se tienne proche de son spot de chasse. Ben des fois, il va y avoir des rivaux ou des jaloux qui vont venir souiller les salines. OK. Puis là, je me disais, comment, tu sais? La meilleure chose que tu peux faire, c'est mettre de l'essence. Parce que les chevreuils vont jamais revenir. Jamais revenir. Puis là, j'étais comme, c'est intéressant, mais ça n'a jamais réussi à rentrer ça dans l'histoire. Qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura une télésérie. On pourrait y aller en profondeur. Mais non, c'est certain que je n'allais jamais avoir les sous, ni cette ambition-là sur 1h45 ou 2 heures de tout raconter. Ouais. Mais oui, il y a eu quand même un petit peu... C'est un peu plus large au début, le spectre. Ouais. OK. Mais c'est pas... est-ce que c'est pas sur le... Sur scénario, c'était déjà coupé au moment du tournage? C'est pas sur le plateau? Là. Oui, non. Très tôt à part ça, j'aurais jamais envoyé ça aux investisseurs, c'est certain. D'ailleurs, c'était quoi le plus gros récit scénaristique auquel tu as été confronté, là, qui était moins évident à trouver, peut-être? Dans les défis, mettons? Ouais. Moi, c'était de garder une vraisemblance, une crédibilité. Je pense que vraiment, un des défis, c'est de demeurer réaliste puis intéressant. Parce que, par exemple, la police, parce que, bon, dans le film, je ne veux pas vendre toute la punch, mais la police doit intervenir à un moment donné. Puis quand les gens regardaient le film au début, là, dans mes premiers montages, j'étais comme, mais pourquoi ils ne tirent pas dans le top? Pourquoi ils ne tirent pas sur les pneus? Pourquoi il n'y a pas des tapis à clous? Et ça marche pas comme ça. T'sais. Ça marche pas comme ça, la police. Il y a plein. On l'a vu même avec la tuerie à Ulvad, là, au Texas. Les policiers font pas ce qu'ils veulent. Ils attendent des ordres souvent. Puis il y a tout un protocole. Moi, j'ai voulu l'observer dans mon film, mais ça fait pas très cinéma. Fait que rendu en montage, on a dû tricher un peu, des petites affaires, en restant réaliste, mais pour que les gens trouvent pas ça mou, par exemple. Trouvent pas que les policiers sont passifs ou niaiseux ou quoi que ce soit. Ils sont juste dans la vraie. Fait que rajoute une petite phrase peut-être qui arrive hors cadre, resserre le montage. Donc, c'est vraiment ça. C'était de rester réaliste, mais intéressant. Puis... Parce que sinon, on est habitué de papa bang bang avec le cinéma américain. On s'en fout là, du réalisme de la police puis des protocoles. Et sans divulgacher les punchs, nécessairement, il y a quand même de très bons twists dans le scénario. Est-ce que c'était dès le départ, tu savais où tu t'en allais ou il y a eu des heureux hasards, comme on dit des fois en cours d'écriture? Tout ce qui est... puis j'invite les gens à ne pas se casser la tête, de ne pas trop les chercher, mais tout ce qui est punch ou dénouement, c'était pas mal tout déjà. Là. Après, à l'écriture, c'est à quel moment? À quel moment quand est-ce que c'est payant? Quand est-ce qu'il y en a assez, il n'y en a pas trop? Tout ça fait que... Non, c'était un travail un peu, je dirais pas d'orfèvre, là, ce serait prétentieux, mais un travail quand même de précision. Mais je savais assez... Mais ceci dit, le scénario a été écrit sur une dizaine d'années et il a évolué dans un sens que moi, je souhaitais. Puis un jour arrivent des investisseurs, des gens qui disent non au film, puis qui me disent pourquoi qu'ils disent non. Puis si je reviens les voir, j'ai intérêt peut-être à faire ceci ou faire cela. Après, il faut être intelligent là-dedans. Parce qu'il va falloir vivre avec le film en tournage, puis en montage, puis après le faire vivre. J'ai réussi à prendre des décisions qui me plaisent beaucoup. Puis ça a donné peut-être un meilleur film parce qu'il a mûri longtemps. Donc, il a pris toutes sortes de directions. Il fut un temps où il y avait plus de Godfather. Il n'y avait peut-être pas de mariage, mais justement, il y avait plus d'anthropologie, puis de sociologique, tu sais, puis d'observation des mœurs. Fait disparaître ça un peu au profit du thriller, puis de testostérone. Puis, je pense que tu reviens souvent au Témiscouata pour filmer. C'est-tu comme
parce que c'est le lieu qui t'inspire les histoires ou tu te donnes comme mission absolument d'y retourner? Ben, c'est vraiment le lieu qui m'inspire les histoires. Quand j'ai commencé à tourner mes premiers films, mettons, on va dire les 2 premiers, c'était pour des raisons économiques et pratiques. C'est dormir chez ma mère au lieu de dormir à l'hôtel, puis prendre son char au lieu d'en louer un. Puis prendre ses sandwichs au lieu d'aller au restaurant, c'était même dans mes longs métrages. C'était très plate, mais c'est pour ça. Puis en même temps, je suis retombé en amour, parce que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé mon village, ma région, mais là, je suis retombé en amour avec le coin et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de cinématographique là. Et depuis, ben, j'écris avec ça en tête. Il y a une scène, les gens qui vont voir le film, dans une station de radio. Moi, j'ai travaillé là quand j'avais 15 ans. De 15 à 20 ans, j'ai travaillé là. Je l'écris, elle est particulière. J'en ai vu plein d'autres stations de radio. Je voulais que ça soit celle-là. Dans un demi-sous-sol? Dans un demi-sol avec la margelle en avant. En tout cas, moi, je me souviens, mes amis, on se lançait les clés à travers la fenêtre, tout ça. Fait que c'est beaucoup ces souvenirs-là. Après, est-ce que j'ai comme investi d'une mission? Non, mais en même temps, j'ai la prétention de bien la filmer, ma région, puis de filmer les gens à la hauteur d'homme. Puis tu sais, je pourrais aller faire ça en Beauce ou en Estrie. Je connais pas nécessairement les mœurs locales. Fait qu'il y aurait comme de l'étude à faire. Puis je me dis, pourquoi? Non, moi, ma job, c'est ça. Tu sais, de la même façon que Sébastien Pilote, lui, il a comme une job, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il connaît bien. Il connaît les lieux, il connaît les gens. Fait que je me sens plus à l'aise. Après, si un jour je tourne en Beauce, ben, je tournerais peut-être pas une histoire Beauce-Run, tu sais, parce que j'aurais pas cette prétention-là. Je me servirais plutôt du paysage. Donc, le Témiscouata, c'est pas autant pour les paysages que juste parce que je connais les lieux, je connais les gens. Et ce qui est incontournable pour moi dans mes histoires, c'est la proximité avec le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Ouais. Et ça se trouve pas dans les Laurentides. Fait que pour moi, c'est important de camper l'histoire-là. Et d'ailleurs, il y a une implication directe dans le film, mais il y a une couleur dans les langues, chez les personnages. Moi, je voulais aller... C'était important pour moi, cette affaire-là. J'aurais pas pu descendre. J'aurais pu le tourner ailleurs pour faire semblant, mais foncièrement, ça se serait passé au Témis. Puis il y a le garage comme tel qui est assez, ben pas iconique, mais unique si on veut. Lui, c'est en Estrie, je pense que vous l'avez déniché. À Bolton. C'est difficile à trouver, vraiment difficile. Tu avais en tête comment tu voulais que le garage soit, puis... Ouais, il manque même une petite... Il coche pas partout. Il manque une coche. On a pas... Tu vois, là, quand je parle que ça aurait pu coûter un peu plus cher, j'aurais voulu un grillage tout le tour de 8, 12, 10, 12 pieds avec un petit barbelé même. J'aurais voulu vraiment les gars plus parano. C'est correct, ça fonctionne bien. Mais il coche, c'est le seul qui cochait autant de cases essentielles à l'histoire. Puis on a cherché beaucoup, puis curieusement, je l'ai trouvé sur Google Maps. Parce qu'on a fait vraiment le Témis au complet. On a fait autour de Magog, Bolton. Puis même dans le coin de l'Amiante, Black Lake, Thetford Mines. On est allé voir tout ça vraiment. Puis on n'a jamais trouvé. Souvent, les garages sont sur les rues principales aussi, ils sont entourés. Moi, je voulais un garage caché dans le bois, il n'y a pas de tant que ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme garage, Québec, province de Québec. J'ai regardé tout un par un. Quand il était moindrement pas pire, ben là, je zoomais out pour voir, il est-tu à la bonne place? Puis quand je suis tombé sur lui, on est allé voir, puis le gars, il était super gentil, il nous a accueillis. Puis ça blende bien aussi dans le paysage. Tu sais, si on avait été dans la région de l'Amiante, j'allais faire mon tour en repérage. Il y a des angles, il faut que tu évites parce que c'est clairement pas dans le Témiscouata. OK. Mais à Bolton, ça fonctionne bien, ça blende bien. Fait que là, ton historique sur ton ordi, tous tes pop-up de pub, c'est des pneus depuis des garages, des mufflers, maison, oui, exact. Ça, puis des chevaux. Non. Mais non, ça, c'était des beaux défis. C'est le fun. On a eu du temps aussi. On a eu l'argent au début de la pandémie, je dirais. Puis je me suis dit, on tourne pas ça en 2020. Là, c'est pas vrai que je vais faire... Ça a pris tellement de temps, c'est pas vrai que je vais faire plein de compromis, puis les gens vont être loin un de l'autre, puis blablabla. Fait que on a laissé passer une année, fait qu'on a eu le luxe du temps, ce qui est très, très rare en cinéma. Souvent, on te donne l'argent, il faut la dépenser dans l'année fiscale. Fait que si tu le reçois en mai, Simonac, il te reste 6 mois, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu veux tourner l'été, t'es faite, là. Ouais, un casting tout étoile, c'est pas mal des gens que tu as côtoyés déjà au travers de toute ta carrière puis tous tes projets, si je comprends bien. Là. Ouais. Fait que tu leur en avais-tu glissé des mots depuis 10 ans? J'ai un film, je pense à toi. Juste Guillaume. OK. Guillaume est là depuis vraiment longtemps. Guillaume était jeune quand je lui ai offert le rôle. Fait que le personnage a vieilli avec l'acteur. Moi aussi, j'ai vieilli de toute façon avec le scénario. Tu sais, c'est des gars célibataires, hein? C'est des vieux garçons d'une certaine... Surtout lui. Puis des vieux garçons à 28 ans, ça n'a pas la même connotation qu'être vieux garçon à 38 ans. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je rebalance mes affaires aussi. Mais Guillaume est là depuis vraiment, vraiment longtemps et je tenais à lui. Karine, je l'ai rencontrée sur Blue Moon, donc à mi-chemin, je dirais à peu près il y a 5 ans. On a travaillé ensemble, mais pas longtemps, une dizaine de jours. Puis vraiment, c'est une Cadillac, une Ferrari. J'avais envie de puis elle fitait bien pour le rôle aussi, même si elle joue souvent, faut faire attention, là, mais elle joue souvent One of the Boys, on va dire. OK, ouais. Donc, j'ai fait comme, c'est pas grave, moi j'ai vraiment envie du plaisir d'être avec elle, travailler avec elle, puis elle est vraiment bonne.
Puis il y a juste Pierre-Paul Alain que j'ai dû découvrir en audition. Toutes les autres, c'est des coups de cœur. Denis Marchand, c'est un coup de cœur depuis À l'Ouest de Pluton. C'est un gars de Québec aussi. Un gars de Québec. Beaucoup de monde de la Beauce. Karine Lagune, fille de la Beauce. Coup de cœur que j'ai rencontré sur Rupture. Tout de suite, ce personnage-là était masculin à l'origine. Okay. J'ai fait que moi, je veux Karine, j'ai pas de place pour elle. Je transformé le personnage en personnage féminin. Micheline, évidemment, sur Fatal Station, comme Guillaume Cyr d'ailleurs, mais bon, je le connaissais avant. Julien sur mon film Camion. Il y a Luc Picard avec qui j'avais jamais travaillé. Luc Picard, quand on m'a approché pour faire Blue Moon 3, j'avais pas vu Blue Moon 1 et 2, j'avais juste vu des petits bouts, puis j'étais comme, ben oui, je veux le faire, ça va être malade, là. Puis là, je commence à écouter les épisodes, puis Luc est là-dedans, j'étais comme, waouh, j'ai travaillé avec Luc. Puis là, rendu à l'épisode, je sais pas quoi, mettons 8, il meurt. Okay. Ah, je travaillerai pas avec lui. Fait que, moi, d'intégrer son fantôme, là. J'ai tout fait, j'ai demandé à Luc Dionne. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que Luc Picard, fait que c'est tout étoile, mais c'est pas le souhait de personne. Puis ça, je le répète souvent, puis c'est pas parce que je veux me justifier, mais je trouve ça important de le dire. C'est vraiment la meilleure personne la bonne personne dans la bonne chaise. Le meilleur acteur, la meilleure actrice pour le rôle. Vraiment, je le pense. C'est eux que je voulais. Ils ont dit oui. Je suis complètement heureux de ça. T'sais. Puis Pierre-Paul, quelle découverte. Je veux dire, il avait mis sa carrière en veilleuse pour des raisons personnelles. Peut-être qu'il va exprimer lui-même, on verra, mais lui cochait encore. Lui, il a coché partout. Contrairement au garage qui manquait une case ou deux. Lui, il les a toutes cochées. C'est assez incroyable. Puis c'est devenu un ami, puis c'est une super rencontre. Là. Donc, tu portes 2 chapeaux, tu es scénariste et réalisateur. Comment tu réconcilies les deux? Parce qu'on sait que sur un tournage, le réalisateur doit faire des compromis nécessairement, ça vient avec. Est-ce que tu es très ouvert ou c'est difficile pour toi d'accepter des changements? Ou comment tu gères ce double rôle? On a parlé de Musique Plus d'entrée de jeu, tu sais, puis avec mon expérience en documentaire, puis avec Musique Plus, puis avec les productions petit budget comme des films kino, puis des vidéoclips, j'ai appris à faire du compromis, j'ai appris à m'adapter avec les intempéries, les imprévus, tout ça. Donc, je navigue bien là-dedans. Il suffit aussi d'être assez intelligent pour se préparer d'avance, pour pas monter des grands châteaux de cartes qui risquent d'être détruits durant la nuit. Fait que je mets en place des choses avec lesquels je n'aurais pas besoin de trop compromettre. T'sais. Ça, c'est pour moi, ça fait partie de mes forces. Après, j'ai toujours écrit mes scénarios, à l'exception de Goura Veana, mon 6e film, qui est un film plus urbain, anglophone à Montréal. C'est pas la première fois que je porte les 2 chapeaux. Même qu'avant, j'ai aussi porté le chapeau du producteur et du directeur photo, et éventuellement du monteur, donc un armée d'un seul homme. Là. Donc maintenant, je suis vraiment content d'avoir des acolytes, puis d'avoir une productrice extraordinaire qui m'accompagne, qui me guide, qui me ramène à l'ordre aussi, qui travaille, qui est dans ma tête, puis je suis dans sa tête. On est en même place, on travaille pas un contre l'autre. Il y a des histoires des fois de réalisateurs avec des producteurs, mais... Donc, ça va très bien. Sur l'affiche, sur le générique du film, en général, quand on signe le scénario, on écrit un film 2. Mais aujourd'hui, tout le monde écrit un film 2. T'sais, même quand ils n'ont pas écrit le scénario, souvent ils vont écrire un film 2. Mais moi, je tenais à pas me distinguer, mais à dire, pour moi, le geste d'écriture qui a été tellement long, j'ai envie qu'il soit souligné. Fait que c'est pour ça que je tenais à avoir écrit et réalisé. Je trouve qu'un film 2 le dit encore moins que tu l'écris, alors que ça aurait dit le contraire, selon la théorie de l'auteur avancée par les cahiers du cinéma dans les années 50. Mais je trouvais ça important de dire cette histoire-là vient de moi, sort de ma tête, puis mon imaginaire. Cette langue-là, je l'ai entendue, je l'ai observée, puis là, j'en rends compte aujourd'hui. C'était super important pour moi. Fait que c'est pour ça que les 2 chapeaux, je les mets un peu de l'avant avec fierté là, ce tour-ci. Écoute, les 2 chapeaux te font très bien, Raphaël. C'est un excellent film. Ouais. Puis merci pour ton temps avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir. On a maintenant avec nous en studio les comédiens d'Arsenault et Fils. Ça fait 2 des comédiens, les 2 Arsenault, les 2 frères, Guillaume Cyr et Pierre-Paul Alain. Bonjour, monsieur. Bonjour, soir. Soir. Ouais, on est comme manque les 2. Oui, c'est ça l'après-midi. Merci d'être avec nous pour cet épisode spécial consacré à Arsenault et Fils. Cool. Si on va au cœur de l'action, est-ce que vous êtes des chasseurs, vous? Pierre-Paul, oui. Ouais, j'ai chassé. C'est pas mal l'activité que je faisais avec mon père, ça, à 12 ans. Il m'a dit, prends un arc puis tire sur un chevreuil. OK, fait qu'à à la vieille école, là, ouais, pas au gun. Non, c'est ça, c'était à l'arc à 12 ans. C'est quand même stressant. Quand tu descends de ton arbre en pleine nuit puis la seule chose que tu as pour défendre, c'est un arc. Là. Ouais, OK. Sur du chevreuil, genre? Ou... Ouais, okay. Je chassais le chevreuil à l'arc. Je faisais des compétitions aussi, là. Okay. Mais c'était très... je le répète tout le temps parce qu'il y a des gens qui ne trippent pas sur la chasse, un peu contre ça, mais nous autres, on mangeait pas vraiment de viande rouge. C'était notre chasse. C'était le chevreuil qu'on chassait
qu'on mangeait, puis on n'a jamais accroché de tête sur dessus d'un char. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas ça la fierté. Aller au dépanneur comme à la station-service puis braguer avec la belle bête. Moi, j'ai beaucoup joué à Deer Hunter. Jeu vidéo. C'est aussi excitant que celui de pêche, hein, le jeu? Oui, il est très cool. Ben, en fait, les nouveaux, il y a la portion pêche. Ah, OK. Ah oui, c'est la totale. Je me souviens en arcade, là, quand t'allais, des fois les cinémas qui ont ça, puis j'étais Ouais. comme, je sais pas si je mettrais 10$ dans Ouais, ce c'est ça. jeu-là, mais écoute, il y a du monde qui le font visiblement. Guillaume Raphaël nous mentionnait tout à l'heure que ça faisait longtemps qu'il te parlait de ce projet-là. Ouais. Donc, tu as eu le temps de vieillir, parce que je pense que c'est une dizaine d'années finalement. Ouais. Est-ce que tu y croyais à un moment donné où tu... Ben, je continuais toujours de l'espérer parce que c'est comme je peux pas croire que Raphaël Ouellette veut que je sois le rôle principal de son film puis il se fera pas. Fait que oui, quand finalement on a eu les go, on a sabré le champagne, là. Pas mal, ouais. Mais non, j'ai jamais perdu espoir, mais à un moment donné, c'est long. Puis à un moment donné, tu te sens mal pour Raphaël parce que toi, tu fais juste savoir que ça serait ton rôle, mais tu sais, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui se croise les doigts à chaque année puis qui attend les réponses puis que ouais, non, on était très contents. Tout le monde était très content pour Raphaël. Et très égoïste, moi, j'étais très content pour moi. C'est une des premières choses que tu me dis en avant, c'est que tu sais pas comment t'es chanceux de le savoir, de l'avoir su après 1 mois. Ça fait 10 ans que j'attends, moi. Genre, t'es chanceux, mon petit maudit. Mais toi, justement, Pierre-Paul, t'es un des rares qui a eu un processus d'audition parce que Raphaël ne connaissait pas déjà la perle rare pour ce rôle-là. Comment ça a été? Ah, écoute, moi, ça faisait pratiquement 5 ans que j'avais pas fait de rôle comme ça. Fait que c'était do or die. Là. J'ai dit, je donne tout dans cette audition-là. Puis je me souviens qu'après la première audition, j'étais content. Je savais que j'avais bien performé. Mais on a quand même eu une deuxième audition. Puis on était peut-être comme 34, je pense, à auditionner. Même, okay, ouais. Puis c'était tous des bons acteurs. Puis dans le callback, on était juste 4 gars. Puis Raphaël nous a tout écrit un mot. Il dit, regarde, vous êtes là, vous avez tous une chance. Puis je peux faire 4 films différents. Donc là, c'était le stress. J'ai attendu 2 semaines. Puis tu sais, avec la pandémie, je me suis trouvé une job à Québec. Puis il m'a appelé au travail. Je peux pas le dire, tu sais, au travail tout de suite que je venais de Que pogner tu un vas rôle. partir pendant 3 mois. Oui, c'est ça, exact. Là. Fait que je gardais ça dedans de moi. Puis les genoux m'ont lâché. Là. C'était enfin, je peux revivre là, ce que j'aime faire. Fait que... Et c'est comment se retrouver sur un plateau dans une scène avec Luc Picard, Julien Poulain et Micheline Langto. Ben, c'est assez exceptionnel. Ça, je le dis souvent en promo. Tu sais, je veux dire, c'est Karine Vanasse, Luc Picard, Julien Poulain, Micheline Langto. C'est des gens que je regarde dans les films avant même que je devienne comédien, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'était un petit peu 5 étoiles comme expérience, ouais. Ah, c'est surréaliste. C'est du grand art. Là. Comme on en parlait un petit peu plus tôt, mais t'as juste à les écouter puis tu joues. Là. C'est tellement du bon monde généreux que ça nous a mis dans l'univers d'Arsenault et Fils. Là. On est rentré dedans vraiment rapidement, je pense. Là. Mais vous, justement, qui jouez des frères très opposés, comment c'est la dynamique entre la caméra roule puis la caméra est fermée, de prendre un peu cette tension-là ou cette rivalité-là, je sais pas. Ben, c'était bien bodé quand la caméra était coupée. Puis après ça, on s'haïssait, je pense. Là. OK. Là, Ouais, c'était on bien dirait écrit. que- Puis... Tu sais, justement, le fait que Pierre-Paul, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas tourné, que moi, je commençais à avoir pogné mes galons, mettons, on dirait que... Pas de prendre sous mon aile, Ouais. mais il y a eu une espèce de petit côté... C'était déjà mon... je l'ai comme pogné comme un petit frère comédien, tu sais. OK. Ouais. Fait qu'on dirait que la relation petit frère-grand frère, elle s'est comme installée de même, un peu en faisant comme non, arrête de stresser, tout va bien aller. Ah ouais, nan, parce que j'étais nan. stressé, ça c'est vrai. Là. Ben, ouais. Fait qu'on dirait que cette relation-là de grand frère, petit frère, très bienveillante, on take, il y a quand même... On a comme gardé ce sillon-là, mais là, c'était les frères en opposition, mais ça reste que le côté... La fratrie était comme un peu installée. Fait que là, il fallait juste la jouer de l'autre bord, là, tu sais. Mais la fratrie restait. Puis là, tu sais, on le sent dans le film aussi que Adam, il me vend jamais. Là. Tu sais, à un moment donné, on parle, des pattes d'ours, puis tu sais, hey, c'est pareil que ton frère, il a ramassé des pattes d'ours, puis il dit non, mon frère, il a pas fait ça. Tu sais, il me vend jamais. Ah, il est ouais. toujours là, pareil. La famille Mais est tu sais, quand le même film plus s'appelle Les importante. Arsenault. Fait que tu sais, quand même Ouais. que moi, je joue dedans, là, c'est sûr que mon rôle est un peu celui qui est tanné d'avoir le nuage noir au-dessus des Arsenault, mais ça s'appelle Les Arsenault. Il y a un lien Ouais. de sang. T'as bien beau haïr ta famille, la famille, c'est la famille. Tu sais, Exact.
ça se trahit pas. D'ailleurs, en termes de personnalité, ça serait Anthony qui est plus le mouton noir comme tempérament, mais en même temps, c'est plus toi, le mouton noir de la famille, parce que t'as un peu le ras-le-bol, Ben, en fait, participer au dans le magouille. film, Puis... je trouve vraiment que... Puis on s'en parlait sur le set aussi, tu sais, c'est pas un sujet du film, mais la mère est partie dans le film, et ça c'est notre poutine intérieure d'acteur, là, mais on se disait que Adam ressemblait probablement beaucoup à la maman. OK. Ouais, ça serait logique. Puis ce serait même peut-être les raisons du départ de la mère. L'espèce de côté de « OK, vous êtes tous des méga malades mentales. je sac mon camp. Ouais. Tu sais. Ouais. Puis je pense qu'Adam était un peu comme ça. Puis au même titre que Anthony est un peu le personnage de Luc. Tu sais, mais Et du grand-père aussi. Hein. Ouais, et plus du côté chien fou. Mais disons avec beaucoup moins de chances de récupération. Tu sais, je pense qu'Anthony ne se rendra jamais là où Luc est ou là où Julien est. Là, tu sais. Ouais, parce qu'il pourrait pas comme diriger plein de monde comme Mais un oui, bon père de famille. le personnage d'Anthony est un peu fait sur le même frame que les gars un peu chien fou de cette famille-là. Il va juste mourir avant. Probablement qu'il ne se rendra pas à ça. Ouais. Puis on parlait de chimie, mais est-ce que c'est juste une hypothèse, tu sais, vu que vous avez tourné aussi un peu en région, là, vous n'avez pas la chance de retourner chez vous le soir quand la journée Ça, est c'est finie, sûr. ou je sais pas si c'est une chance ou une malchance, donc j'imagine que la chimie globale de Ça, toute c'est sûr, ça l'équipe va- doit être plus forte. Tourner un film en location, ça va toujours paraître dans le film parce que justement le soir, ben moi je retourne pas à la maison m'occuper des enfants ou tu sais on s'en va, on logeait au Château Bromont où on avait nos chalets. Fait que tu sais le soir on se parle des scènes qu'on a faites dans la journée, on se parle des scènes qu'il va y avoir le lendemain matin ou juste niaiser puis avoir du fun avec l'équipe technique aussi parce que c'est pas juste les comédiens puis les techniciens là. Ben non. Fait que tu sais tout le monde on se ramasse ensemble. Fait que Sur un bateau, ça devient une équipe de hockey là, tu sais ça devient une famille. Fait que c'est sûr que ça transparaît dans le film. OK. Ah, puis je me demandais, Pierre-Paul, tu sais, avec ce retour-là au cinéma, puis sur nos écrans, est-ce que toi, tu vises continuer, percer, puis... Ah ben oui, c'est ça. Tu sais, il y a eu 5 ans d'absence, puis c'était pas volontaire à 100%. Là. Tu sais, on vit de ce domaine-là. Tu sais, on veut le faire parce qu'on aime ça. Fait que c'est dur des fois de... Tu sais que bon, tu travailleras pas, mais c'est pas nécessairement parce que tu n'as plus de talent, c'est des fois les opportunités. Fait que moi, j'ai profité de chaque seconde sur ce plateau-là. Je pense que tout le monde peut en témoigner. Là. Puis, tu sais, je pense bien peut-être à la Montréal, en tout cas. Mais j'ai commencé d'autres petits trucs aussi. Ça commence à bouger. Fait que je prends pas rien pour acquis, mais je fonce à pleine tête là-dedans, c'est sûr. Et même pour Guillaume, on peut dire que tu es choyé en termes de cinéma parce que Oui, ça va bien quand ça même. s'enchaîne assez bien. Les projets, on était à Ciné-Québec, puis on te voyait monter sur scène à chaque jour. c'est ça. Donc, est-ce que Ben tu oui, il y a prof- Arsenault qui sort là, le 17 juin au cinéma, on veut que tout le monde y aille. Puis il y a Bungalow de Laurence Côté-Collins, on n'entend pas beaucoup parler, mais on attend des nouvelles de festival pour savoir avant de lancer la sortie ici. Puis cet été, je commence le tournage de La Meute, prochain film de Anémon. Oh. Fait que, oui, non, je suis très choyé. Ouais. Non, mais il est bon. Il est bon, tabarouette. Hey, j'aimerais ça essayer quelque chose. Je sais pas si tu avais d'autres questions un peu génériques. Non, vas-y. OK? Puis aller dans des spoilers, OK? Fait que là, nous, on va prévenir, on va faire l'intro. De toute façon, vous savez, là, si vous avez pas vu le film, faites pause, allez le voir. Parce que il y a une fin quand même un peu ouverte dans le film Ouais. qui laisse part à Ouais. certaines interprétations. Puis je me demandais, vous qui avez comme mangé votre poutine avec vos personnages et tout, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec le personnage d'Anthony, par exemple, qui part dans le bois avec la petite carabine ou des Là, choses OK, comme ça? là, il va full spoiler. Là. Ouais, c'est C'est ça. là. assumé. C'est pour les... OK, pour public spectateurs averti. avertis. Ben, tu sais, on voit un petit flash de Anthony qui sort une carabine, puis il se rend compte que c'est pas la carabine qui est supposée d'être là. Et que ça porte à confusion de savoir c'est qui l'a mis là. Tu sais, je pense qu'on s'est tous dit que c'était probablement son frère, tu sais, Guillaume, qui a fait ça. Mais après, ce qui se passe avec Anthony, je pense pas qu'il se rend bien loin. Là. Avec la remorque en feu, il va peut-être sortir comme un fou dans le bois ou essayer de tirer sur quelqu'un, mais... Ouais, c'est ça. C'est Il inévitable. capitule, il a décidé de sauver un peu le garage, de tout mettre là-dedans, de mettre le feu puis de partir. Fait que je pense qu'il sait que c'est la fin qui s'approche. Je pense que c'est entendu entre Adam et Anthony, la fameuse scène à Gate. Ouais. Quand moi je dis à Anthony, tu vas au moins faire ça pour nous autres, il y a un shitload de sous-entendus qui veut un peu dire, t'es tellement dans la marde,
je veux dire, tu Prends t'en le vas hit. en dedans anyway. Ouais. Fait que tu peux-tu prendre toute la merde de la famille avec toi puis nous laver en coulant, tu sais. Ouais. Moi, c'est ça, là. Puis tu sais, c'est sûr que moi, mon grand-papa, je l'aime beaucoup dans le film, mon grand-papa. Puis ça me fait le cœur beaucoup de voir, de trouver l'arme du crime dans l'armoire de mon grand-papa. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point, en disant Tony prend le blâme, je pense que j'y ai pas dit je vais mettre l'arme dans le pick-up, mais pour moi, c'est clair que je sauve aussi mon grand-papa en faisant ça. Ouais. Tu sais, lui, il a pogné tous les papiers du garage, il l'a mis dans la caravane en feu. Tu sais, les Arsenault gagnent. Les Arsenault gagnent au final, tu sais. Mais penses-tu que le move de Adam qui met le panache, c'est juste pour dire tu vois, il n'y a rien ici? Tu sais, comme c'est un peu coquille de dire Mais finalement. par rapport vraiment à cette finale-là, je pense que cette finale-là devient un peu l'apogée de toutes un peu les répliques que je lance au personnage de Karine de mets-toi pas dans la merde pour nous autres, on vaut pas la peine, on a ce qu'on mérite, on est des bandits, hostie. Il y a une espèce de côté. Je pense que Raph, il le voyait aussi comme ça, il y a une espèce de côté. Adam, il achète sa rédemption, là, il fait comme. Puis c'est un peu une bravade au personnage d'Émilie aussi, l'espèce de côté de regarde, il y en a rien qu'un coupable, puis c'est lui qui va te faire plus mal d'arrêter, puis c'est moi. Ok, ouais. Tu sais, il y a une espèce de côté de c'est moi qui l'ai tué, l'orignal. Vas-y, arrête-moi. Si t'es game, je sais que c'est ça. Je sais que je suis celui qui va te faire le plus mal à arrêter. Ouais, Donc, ouais. vas-y. Il y a une espèce de côté de OK, moi j'assume, je me sors de cette affaire-là en me coulant moi-même, puis voyons voir ce sera quoi la suite. Là, t'sais. Puis là, je sais pas si ça vous avez la réponse, mais tu sais, on comprend que le personnage d'Émilie a travaillé dans plusieurs radios de région tout le temps, ce qui est quand même un classique quand tu veux monter en radio. Ouais. Mais là, ça serait quasiment comme son cover à chaque fois, finalement, quand il y a des opérations, ou ça serait juste truqué pour que cette opération-ci, ça marche? Écoute, on rentre vraiment dans le détail, mais selon moi, puis là, tu sais, on s'entend dans le gros spoiler assumé, là, mais Raph a vraiment fait un très, très gros travail de recherche avec les gardes-chasse, puis les agents undercover qui travaillent pour les gardes-chasse. Puis il y aurait un film à faire juste là-dessus, c'est vraiment spectaculaire leur affaire, là. Il y a vraiment du monde qui infiltre des familles puis des villages pendant 1 an et demi, 2 ans, pour pouvoir mener à une opération, puis après ça, cette personne-là disparaît, puis le monde du village n'entend plus jamais parler de leur vie, mais tu sais, c'est souvent du monde, faut que ce soit du monde sans famille, sans attache, puis ça va loin, là. Ben, c'est ça comme, va loin, être undercover, puis de se faire aimer d'une famille, parce qu'il faut que tu gagnes la confiance, faut que tu gagnes la... Puis, Faut que tu restes détaché aussi. Ouais. Là. Tu sais, on voit Karine qu'elle en a- s'attache, Émilie, dans Puis le on film. parlait à des vrais agents comme ça. Puis tu sais, vraiment, faut faire attention de pas dire leur nom parce que tu sais, c'est du vrai monde undercover. Puis il y a du monde que c'est rough parce que justement, tu t'attaches pour vrai aux gens que tu infiltres. Tu te laisses prendre à ton propre jeu toi-même. Là. Ça fait 2 ans que tu côtoies la même gang. Puis je veux dire, c'est pas toutes des... Je pense que c'est ce qui trouble le personnage de Karine aussi, c'est que tu te dis, OK, je vais aller arrêter une gang de méchants. Ouais. Mais t'arrives, puis il y en a une méchante gang de bons gars là-dedans. Là. C'est ça, ils font juste des affaires méchantes, mais c'est pas juste des... C'est jamais noir ouais. ou blanc. Là, C'est ça, exact. tout à Il fait. est attachant, Adam. Fait que, ben écoutez, merci beaucoup les gars. Bon Ben, succès ça fait plaisir. avec Merci à le vous film. autres. Puis on se revoit lors de votre prochain projet, finalement. Ben, ce sera avec plaisir. Avec plaisir, les gars. Merci à vous. Merci. Yes.